Un seul coup de sécateur malheureux à l'automne, et vous pourriez vous retrouver sans fleurs tout l'été prochain. Ça sonne comme une histoire effrayante pour un jardinier, et pourtant c'est la réalité pour beaucoup. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 4 stars incontournables de nos jardins: les hortensias, les clématites, les pivoines et les hostas. Je vous dirai qui tailler sans pitié et qui il est préférable de ne pas approcher avec un sécateur avant le printemps. Et je vous promets, vous découvrirez le secret essentiel qui vous libérera à jamais de la peur de la taille d'automne. Soyons clairs, pourquoi faisons-nous tout cela au juste? La préparation automnale, ce n'est pas juste une question de ranger le jardin. C'est en fait offrir à vos plantes des vacances d'hiver bien méritées, après lesquelles elles se réveilleront pleines de vigueur. Il y a 2 objectifs majeurs: protéger le système racinaire du froid hivernal et surtout préserver les bourgeons floraux qui, chez certaines plantes, se forment bien avant l'arrivée de l'hiver. C'est précisément là que réside le principal écueil. Alors, commençons par la reine du jardin, celle qui a brisé bien des cœurs de jardiniers, l'hortensia. Ces somptueuses boules de fleurs peuvent faire tourner la tête à n'importe qui, du moins jusqu'à ce que le sécateur se retrouve entre vos mains. Dès l'arrivée de l'automne, une question cruciale nous hante. Faut-il la tailler ou pas? Et si oui, comment s'y prendre pour ne pas se retrouver l'année prochaine avec un magnifique buisson de verdure, mais sans une seule fleur? Le grand secret, celui qui divise les hortensias en 2 camps distincts, est pourtant très simple. Il suffit de comprendre sur quel type de pousse elle fleurit. S'agit-il des branches de l'année précédente ou des jeunes pousses qui ne feront leur apparition qu'au printemps suivant? Ça vous semble compliqué? Je vais tout vous expliquer très simplement. Prenons l'exemple de l'hortensia macrophylla ou hortensia à grandes feuilles, celui-là même avec ses immenses boules de fleurs roses, bleues ou violettes. Retenez la règle d'or, il fleurit sur les branches de l'année précédente. Cela signifie que les bourgeons floraux pour l'été prochain sont déjà formés dès la fin de cette saison. Ils sont déjà là, endormis sur les branches, n'attendant que le retour du printemps. Alors, que se passera-t-il si nous le taillons court dès maintenant? Exactement, nous couperons tout simplement nos futures floraisons. C'est pourquoi, à l'automne, on aborde l'hortensia macrophylla avec le sécateur très délicatement. Notre seule mission est de retirer les fleurs fanées et les inflorescences desséchées, effectuer une coupe nette juste au-dessus de la première paire de bourgeons bien vivants. Et c'est tout, ne touchez à rien d'autre, mais la taille n'est que la moitié du travail avec cette belle capricieuse. Pour préserver ces bourgeons floraux, il est impératif de les protéger du gel. C'est pourquoi l'hivernage de l'hortensia macrophylla n'est pas une simple recommandation, mais une condition sine qua non pour une floraison spectaculaire. Par contre, les hortensias paniculés et arborescents sont tout l'inverse. Ce sont nos amis fiables et prévisibles au jardin avec lesquels on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Tout leur intérêt réside dans le fait qu'ils fleurissent sur le bois de l'année. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, que les bourgeons floraux ne se forment qu'au printemps, sur les jeunes pousses qui viennent de se développer. De ce fait, à l'automne, nous ne risquons pas de couper accidentellement les futures fleurs, puisqu'elles n'existent tout simplement pas encore. C'est pourquoi il est non seulement possible, mais essentiel de les tailler. Une taille automnale sévère stimule la croissance de pousses vigoureuses la saison suivante. Et plus les pousses sont fortes et épaisses, plus la floraison sera spectaculaire et abondante. C'est tout à fait logique. Comment procéder pour la taille? Raccourcissez sans crainte les pousses de l'année précédente en ne laissant que 2 à 4 paires de bourgeons sur chacune. N'ayez aucune hésitation. Éliminez également toutes les branches fines, faibles ou qui poussent vers l'intérieur du buisson. Notre objectif est de maintenir une structure solide et bien aérée, d'où émergeront de nouvelles pousses puissantes au printemps. Et contrairement à leurs cousines à grandes feuilles, ces hortensias, véritables spartiates, n'ont pas besoin de protection hivernale dans la plupart des régions. Passons maintenant aux plantes grimpantes, et plus particulièrement aux clématites. Ah, celles-là sont bien connues pour semer la confusion chez les jardiniers débutants avec leurs mystérieux groupes de taille. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, on dirait un problème scolaire. Pourtant, en réalité, c'est beaucoup plus simple si l'on en comprend le principe. Et ce principe est le même que pour les hortensias. Tout dépend des pousses sur lesquelles les fleurs apparaissent.
Commençons donc par le premier groupe de taille. Il regroupe les clématites qui fleurissent le plus tôt, généralement en mai-juin, et elles fleurissent exclusivement sur les pousses de l'année précédente, celles qui ont passé l'hiver. Il s'agit des clématites dites du groupe atragène, comme les clématites alpina ou montana. Si vous taillez une telle clématite à l'automne, elle produira certes du feuillage au printemps, mais vous n'aurez aucune fleur, aucune. Retenez bien ceci, on ne touche pas au premier groupe de taille en automne. Le maximum que vous puissiez faire est un léger nettoyage sanitaire. Coupez les branches sèches ou cassées, c'est tout. Après la floraison printanière, vous pourrez éventuellement éclaircir un peu le pied si la plante est trop dense. Mais, à l'automne, c'est tabou. Passons maintenant au deuxième groupe de taille. Ces clématites sont les plus fascinantes car elles offrent une double floraison par saison. La première vague de floraison, la plus spectaculaire, se produit au début de l'été sur les rameaux de l'année précédente, qui ont survécu à l'hiver. Une seconde floraison, un peu plus discrète, apparaît en fin d'été sur les jeunes pousses de l'année. En raison de cette double floraison, leur taille doit être adaptée. En automne, il est impensable de les tailler courts, car cela nous priverait de la première floraison, la plus spectaculaire. Cependant, il n'est pas non plus judicieux de laisser l'ensemble des rameaux. C'est pourquoi nous privilégions une taille douce et légère. Notre objectif est de raccourcir les rameaux d'environ 1/3 pour qu'ils atteignent une hauteur d'environ 1 mètre à 1,50 m du sol. Nous éliminons également toutes les tiges faibles, non lignifiées et herbacées. Nous ne conservons que les sarments robustes et bien lignifiés. Nous les détachons délicatement de leur support, les enroulons en couronne et les couchons sur le sol sous une protection hivernale. Cette méthode permettra de préserver les rameaux de l'année passée pour une floraison précoce, tout en stimulant la croissance de nouveaux sarments qui fleuriront plus tard dans la saison. Enfin, parlons de la troisième catégorie de taille. C'est la plus simple, la plus intuitive et souvent la favorite de nombreux jardiniers. Elle regroupe les clématites à floraison tardive qui illuminent le jardin de la fin de l'été jusqu'aux premières gelées. Leur particularité est de fleurir exclusivement sur les pousses développées dans l'année. Par conséquent, les anciennes tiges de l'année précédente leur sont non seulement inutiles, mais elles les entravent même dans leur développement. À l'automne, armez-vous de votre sécateur et agissez avec détermination. Toute la partie aérienne de ces clématites doit être rabattue très court. Jusqu'où? Laissez littéralement des moignons avec seulement 2 ou 3 paires de bourgeons juste au-dessus du niveau du sol, soit environ 15 à 20 cm. N'ayez aucune crainte, loin de lui nuire, vous lui rendrez service. Une taille aussi radicale stimule dès le printemps une croissance vigoureuse de nouvelles pousses depuis la base. Résultat, l'ensemble du pied se couvre uniformément de fleurs, et pas seulement la cime. C'est le type de clématite le plus facile d'entretien car il ne demande aucune manipulation complexe pour protéger ses tiges pendant l'hiver. On coupe, on paille la base du pied, et le tour est joué, l'hivernage est assuré. Que faire si vous avez acheté une clématite sans étiquette ou si vous avez simplement oublié à quel groupe de taille elle appartient? C'est une situation que beaucoup de jardiniers connaissent bien. On se retrouve devant cette masse verte, sécateur à la main, craignant de faire la coupe fatale. Pas de panique, il y a une solution. Si vous ignorez le groupe de votre clématite, adoptez une méthode universelle et douce, celle qui convient généralement au groupe 2 de taille. Autrement dit, raccourcissez simplement toutes les tiges d'environ 1/3 ou de moitié, pour qu'elles atteignent environ 1 mètre de hauteur à partir du sol. Pourquoi cette approche? Réfléchissons logiquement. Si votre clématite s'avère être du groupe 1, qui ne se taille pas du tout, vous perdrez certes une partie des fleurs inférieures, mais la partie supérieure des pousses se maintiendra et fleurira. Si elle fait partie du groupe 3, qui se taille très court, elle produira au printemps de nouvelles pousses à partir des souches restantes et fleurira également, même si ce sera un peu plus tard. Et si vous avez visé juste et qu'elle appartient au groupe 2, alors vous aurez tout fait parfaitement. Cette option de compromis est votre meilleure assurance contre une erreur irréparable. Elle permet dans tous les cas de conserver au moins une partie de la floraison.
et dès l'année suivante, vous pourrez observer attentivement votre plante et déterminer avec certitude son groupe en fonction de la période et du type de sa floraison. Après avoir peut-être exploré des sujets plus exigeants, redescendons sur terre pour parler de ces fidèles compagnons de tout jardinier. Les pivoines. Voilà une plante qui ne vous fera pas vous casser la tête avec des schémas de taille compliqués. Avec les pivoines, tout est simple, logique et prévisible, et c'est bien pour cela que nous les apprécions tant. Pour la taille des pivoines, le principal indicateur n'est pas le calendrier, mais bien la météo et l'état de la plante elle-même. Il ne faut absolument pas se presser de couper les feuilles encore vertes juste après la floraison. Pendant tout le reste de l'été et le début de l'automne, la plante, via son feuillage, accumule des nutriments dans ses racines puissantes. C'est sa réserve d'énergie pour l'hiver et la garantie d'une floraison abondante l'année suivante. Attendez les premières gelées sérieuses. Généralement, après celles-ci, toute la partie aérienne de la pivoine fane et s'affaisse sur le sol. C'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir. Le feuillage a désormais accompli son travail et peut être retiré sans crainte. Muni d'un sécateur bien aiguisé, coupez toutes les tiges pratiquement au niveau du sol. Laissez de petits moignons de 2 à 3 cm de haut à peine. C'est utile pour ne pas perdre l'emplacement de la plante au printemps et éviter de l'endommager accidentellement. De plus, en enlevant toutes les vieilles feuilles, vous réalisez une excellente prévention contre les maladies fongiques dont les spores peuvent hiverner sur les débris végétaux. L'une des questions qui revient souvent après avoir taillé les pivoines est la suivante. Faut-il les couvrir pour l'hiver? En effet, comme toute la partie aérienne a été coupée, on pourrait penser que les racines restées en terre risquent d'avoir froid. Rassurez-vous, les pieds de pivoine adultes et bien établis possèdent une résistance au froid phénoménale. Ils supportent parfaitement même les hivers rigoureux sans aucune protection supplémentaire. Leur système racinaire puissant s'enfonce profondément dans le sol où le gel ne peut pas l'atteindre. Ainsi, si votre pivoine a déjà plus de 2 ou 3 ans, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire à ce sujet. L'exception concerne uniquement les jeunes plants, ceux qui ont été plantés cette année. Leur système racinaire n'a pas encore eu le temps de bien se développer et de s'enfoncer, il est donc plus vulnérable. Ces premières années, comme on les appelle, méritent en effet un paillage pour leur premier hiver. Formez un petit monticule de 10 à 15 cm de hauteur au-dessus d'eux, à l'aide de tourbes, de compost ou simplement de terre de jardin. Cela sera amplement suffisant pour protéger les jeunes bourgeons de reprise du gel. Au printemps, dès que la neige aura fondu, ce paillage devra être retiré délicatement. Enfin, passons à la star incontestée des coins ombragés, le hosta. Avec cette plante, la question de la taille automnale est la plus épineuse. Les jardiniers sont divisés en 2 camps irréconciliables et chacun a ses propres arguments. Examinons-les. Le premier camp regroupe les adeptes de la taille en automne. Leur argument principal, la propreté et l'hygiène. Après les premières gelées, les feuilles du hosta se transforment en une masse visqueuse et peu ragoûtante. Visuellement, c'est, disons-le, peu attrayant. Mais, surtout, ces feuilles en décomposition créent un environnement idéal, humide et sombre, propice à l'hivernage des limaces et de leurs œufs. En retirant le feuillage à l'automne, vous privez ces nuisibles de leur abri douillet et réduisez ainsi leur population pour l'année suivante. Il y a, sans aucun doute, une logique à cela. La taille du feuillage de hosta doit être effectuée une fois que les feuilles ont complètement jauni et sont tombées au sol. Le deuxième camp, celui des opposants à la taille automnale, avance un argument différent. Leur argument clé est simple, la nature est plus sage que nous. Le feuillage qui se fane naturellement crée une protection supplémentaire pour le système racinaire de la plante. C'est une sorte de paillis naturel qui protège les bourgeons dormants des fortes gelées, surtout lors des hivers sans neige. Au printemps, les vieilles feuilles se retirent facilement avec un râteau, sans causer de dommages aux jeunes pousses qui commencent à émerger. Et cette approche a également sa part de sagesse. Alors, quelle conclusion tirer de ce débat sur la taille des hostas? Comme souvent, la vérité est nuancée. La taille automnale des hostas relève davantage de vos habitudes de jardinage, de vos préférences esthétiques ou de la gestion des parasites,
plutôt que d'une obligation vitale pour la plante elle-même. L'hosta est une plante incroyablement robuste et peu exigeante. Qu'elle soit taillée ou qu'elle garde son vieux feuillage comme protection naturelle, elle passera l'hiver sans encombre. Vous pouvez donc adopter la méthode qui vous semble la plus pratique et la plus logique pour votre jardin. Si votre jardin est envahi par les limaces, il est clairement recommandé d'éliminer le feuillage mort à l'automne pour ne pas encourager leur développement. Si vous aimez un jardin impeccable et que l'aspect des feuilles fanées vous déplaît, taillez, sans hésiter. Mais si vous êtes adepte du jardinage au naturel, que le léger désordre ne vous dérange pas, ou si les hivers sont rudes et sans neige dans votre région, laissez les feuilles en place jusqu'au printemps. Elles offriront une excellente protection naturelle. Quelle que soit votre décision, vous ne ferez aucun tort à votre plante. Enfin, un dernier conseil, utile pour absolument toutes les plantes dont nous avons parlé aujourd'hui, le paillage. Une fois que vous avez terminé de tailler, ou non, paillez le pied de vos vivaces. Une couche de 5 à 7 cm de compost, de terreau ou de toute autre matière organique agira comme une couverture douillette pour le système racinaire. Le paillis protégera les racines des changements brusques de température, conservera l'humidité et, au printemps, leur apportera un précieux complément nutritif. C'est un geste simple mais extrêmement efficace pour aider vos plantes préférées à passer l'hiver en toute sérénité. Et nous arrivons maintenant au point crucial, le moment clé que je vous avais promis. La plus grande erreur que commettent les jardiniers, ce n'est pas la taille en soi, mais le manque de compréhension de son objectif. Nous avons l'habitude de penser qu'en automne, il faut nettoyer et tailler toutes les plantes, mais ce n'est pas toujours le cas. Imaginez, avec amour et diligence, vous avez taillé un magnifique hortensia macrophylla, comme s'il s'agissait d'un hortensia paniculé, c'est-à-dire sévèrement à ras du sol, et vous vous êtes privé de toutes les fleurs pour l'année prochaine. Pendant toute une saison, vous ne verrez qu'un magnifique feuillage vert, sans aucune floraison, tout simplement parce que les bourgeons floraux étaient déjà présents sur ces branches, attendant patiemment le printemps. Inversement, si l'on ne taille pas un clématite du groupe 3 par pitié ou oubli, il se transformera en une masse négligée et emmêlée, avec quelques fleurs rares perchées tout en haut. Voici le secret, ce n'est pas votre sécateur qui détermine la qualité de la floraison, mais bien votre connaissance spécifique de chaque plante. Récapitulons donc, les hortensias macrophylla. On ne les taille pas, mais on les protège pour l'hiver. Les hortensias paniculés et arborescents, vous pouvez les tailler sans crainte. Les clématites, il est essentiel de connaître leur groupe de taille, c'est la clé de la réussite. Les pivoines et les hostas, ils pardonnent presque tout. Leur taille en automne est davantage une question d'hygiène et d'esthétique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que grâce à ces conseils, vos plantes vivaces passeront l'hiver dans les meilleures conditions et vous offriront une floraison spectaculaire l'année prochaine. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont les plantes vivaces qui vous posent le plus de problèmes ou de questions concernant leur préparation pour l'hiver? Partagez vos interrogations en commentaire et nous pourrions y consacrer une future vidéo.